Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal, mercredi 4 février. Il est 19h, merci de nous rejoindre ce soir. Nous serons accompagnés de Cécile Perron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice du parc naturel marin de Mayotte. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. Retard dans les livraisons et mauvaise gestion logistique, les chauffeurs des transitaires du port de Longoni ont exprimé leur mécontentement ce matin. Regroupés pendant 1 heure devant les portes de MCG, ils ont tenté d'obtenir un rendez-vous avec Idanel, la présidente, en vain. Qu'est-ce qui coince à Longoni? On verra ça dans cette édition. Les travaux du stade départemental de Cavani ont commencé depuis quelques semaines. Il ne reste plus rien ou presque des anciennes tribunes. Exit également la clôture en ferraille qui entourait le stade. Alors que le chantier est suivi de très près par les jeunes, les athlètes, eux, devront prendre leur mal en patience face aux dommages causés par le début de ces travaux. Et puis, rapport d'activité 2014, programme d'action 2015, le conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte s'est réuni hier. Valorisation de la culture suivie de la qualité des eaux, meilleure cohabitation entre acteurs du monde marin. Voilà quelques-unes des thématiques qui vont continuer à être développées. Décidément, la transition a du mal à se faire pour les différents collaborateurs de Mayotte Channel Gateway. Ce matin, ce sont les chauffeurs des transitaires du port de Longoni qui ont exprimé leur mécontentement. Ils indiquent ne pas être pris en considération. Aucun responsable ne serait venu à leur rencontre alors qu'ils perdent beaucoup d'argent depuis quelques jours. Camille Leca. Mauvaise gestion, dysfonctionnement et panne de matériel, les problèmes s'accumulent selon les transitaires mahorais. Bolloré Logistique, OTL Mayotte, Tilt, SM2T et Transit Mahorais, 18 de leurs chauffeurs étaient réunis ce matin pour dénoncer leurs conditions de travail. Principal point de discorde, les retards pris dans les livraisons. Quand on arrive ici pour charger un conteneur, quand on arrive, disons, aux alentours de 7h30, on est obligé de partir d'ici pour un premier conteneur à livrer à 9h ou 9h30. Donc avec une seule machine, on n'arrive pas à livrer nos clients en retard. Nous, on nous demande des fois, on nous donne des conteneurs à livrer où il y en a 5, 6 la journée. On ne peut pas les faire toute la journée. Devant les bureaux de Mayotte Channel Gateway, gestionnaire du port de Longoni depuis novembre 2013, il demande à être reçu par la direction, requête à laquelle Idanel ne donnera pas suite. Pour les chauffeurs, il faut pourtant trouver des solutions et vite, car cette situation n'est pas sans conséquences financières. Le conteneur qu'on sort là, ils sont taxés. Si le conteneur ne sort pas aujourd'hui par exemple, le lendemain il sera augmenté. Donc il y a un coût financier dedans. Du jour au lendemain, un client peut très bien nous dire voilà, allez vous faire foutre, moi je prends un autre transitaire parce que vous n'êtes pas capable de nous livrer en temps et en heure. Selon un représentant de MCG qui n'a pas souhaité s'exprimer face caméra, les retards de chargement existent mais ne sont pas fréquents. Ils sont surtout dus à un manque de personnel formé. Sur les 12 conducteurs d'appareils de levage nécessaires à un bon roulement sur la plateforme, seuls 2 sont aujourd'hui en poste. 8 millions d'euros, voilà le coût estimé pour le moment du futur grand stade départemental de Cavani. Au programme, terrain synthétique, vestiaires, locaux annexes, parking et terrain grand jeu. Le chantier est donc bel et bien lancé aux grandes dames des sportifs qui voient petit à petit la piste d'athlétisme, elle, se dégrader à vue d'œil. Regardez plutôt ces images tournées ce matin. D'ici 10 jours, il ne restera plus rien de ces grandes structures métalliques bleues. Face au danger que représentaient ces anciennes tribunes, le Conseil général a décidé de lancer rapidement la phase 1 du chantier, la phase démolition. 3 semaines pour que tout disparaisse, mais il faudra attendre encore 4 mois avant que le véritable chantier ne débute réellement. Les consultations ne sont toujours pas achevées. Les entreprises qui s'occuperont de ces grands travaux doivent encore être choisies.
Mais pour les jeunes du quartier, c'est une fierté de voir ces machines à l'œuvre. Ce stade, ils l'attendent depuis des années. Moi, je pense que le stade de Cavani va être propre, tout neuf. Et nous, on ne soit pas bien entrés parce qu'il y a des gens qui font de la merde. Et voilà. Je suis content parce que voilà, ils ont commencé les travaux, les jeunes vont jouer et tout. C'est tranquille. Les jeunes seront un peu occupés. Il n'y aura pas trop de délinquance, on aura des activités, je pense vraiment. Parce que maintenant, il n'y a plus, ils nous ont arrêté le stade, il n'y a plus rien à faire. Quelle bagarre entre les jeunes, du coup, je pense que ce sera un avenir pour nous. Et on va se contenter du synthétique, mais quand le terrain sera fini, on pourra y aller faire quelques tours de footing. Pourtant, tout n'est pas si rose. Depuis que le chantier de démolition a commencé, les grands lésés, ce sont les athlètes qui empruntent cette piste régulièrement. Aujourd'hui, on trouve des boulons un peu partout. La piste se dégrade. Les camions passeraient en effet dessus, n'ayant aucun autre moyen d'accéder au chantier. Le stade non entretenu et non sécurisé n'incite plus les sportifs à venir s'entraîner ici le soir. Il s'agit pourtant de l'un des endroits privilégiés des amateurs et des professionnels. Mais aujourd'hui, face à ce spectacle, il faut trouver d'autres solutions, d'autant que la piste n'est pas inclue dans les travaux de rénovation. Écoutez, on a pris le parti de n'utiliser les installations de Cavani qu'une fois par semaine, le jeudi. Et le reste du temps, on va courir ce qu'on qualifie de nature, à la Pointe Mahabou essentiellement. Voilà, parce qu'ici, ça devient dangereux et compliqué. Pour moi, le principal préjudice, c'est le fait que depuis 2011, on n'est plus de ligue. Donc ça n'a pas forcément fait une super pub pour ce sport. On a perdu beaucoup de monde. Aujourd'hui, il doit y avoir 3 clubs pour 60 licenciés. C'est insignifiant. Donc de fait, on n'a plus beaucoup d'athlètes qui utilisent la piste. Ce sont essentiellement des gens qui courent pour les trails ou sur les courses sur route. Donc ça se limite à ça. Entre février et juin, le stade de Cavani devrait être complètement condamné. Pourtant, difficile d'interdire l'accès aux jeunes du quartier quand rien ne l'empêche. Avec ces structures à l'abandon, c'est la nature qui reprend peu à peu ses droits. Les animaux, eux, ne s'en plaindront pas. Conditions de travail, révision du taux d'indexation en fonction des réalités mahoraises ou encore construction scolaire et rythme scolaire. Voilà les revendications mises en avant hier par les syndicalistes du premier et du second degré. En attendant, il était acté qu'un examen approfondi serait mené sur le territoire pour mesurer si oui ou non les 40% d'indexation étaient ajustés. Les syndicalistes représentants de la FSU ont eux été reçus ce matin à la préfecture. Thierry Vuliez nous fait le point au micro de Nourdine Abdourahim. Notre interlocuteur, le secrétaire général de la préfecture, nous a dit que c'était en cours à Paris, il y avait un frémissement, des réunions allaient avoir lieu ce mois-ci pour mettre en place ces discussions, ce qui est une obligation. C'est l'État qui nous a dit il y a moins de 2 ans qu'il allait faire comme ça. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est les conditions de travail. On a évidemment demandé à ce que l'État soit beaucoup plus ambitieux dans la mise en place de l'éducation à Mayotte. Ça veut dire construction massive de collèges, de lycées et d'écoles primaires. Aujourd'hui, à tous les niveaux, ça coince, donc il faut absolument faire d'autres efforts. L'autre idée, c'est les fameuses éducations prioritaires. Alors nous, FSU, on est porteurs de ce mandat depuis plus de 15 ans maintenant. Et ce mandat, on veut que l'éducation prioritaire se mette en place avec de vrais moyens. De vrais moyens, ça veut dire quoi concrètement pour les élèves, pour les professeurs? Ça veut dire à la rentrée prochaine, une baisse des effectifs par classe. En bref, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière, celle d'une escroquerie à la CSSM ayant causé la perte de plus de 300 000 €. Le procès qui implique 2 infirmiers libéraux a eu lieu aujourd'hui, toute la journée au tribunal correctionnel de Kaweni. Falsification d'ordonnances, mauvaise facturation sur les feuilles de soins ou encore majoration des prix injustifiés. Les prévenus sont accusés d'avoir utilisé plusieurs combines pour obtenir des remboursements indus entre 2011 et 2013. Les 2 prévenus risquent aujourd'hui jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Le procureur de la République a requis 1 an avec sursis. La partie civile, la CSSM, demande, elle, réparation de son préjudice, soit
129 000 € pour l'un et 180 000 € pour l'autre. Le délibéré sera rendu le 18 mars prochain. Projet qui se consolide, projet à consolider. En 2015, le parc naturel marin sera de tous les combats. Il entre dans la 3e année de mise en œuvre de son plan de gestion. Et les ambitions affichées, semblent fédératrices puisque le rapport d'activité du parc naturel marin de Mayotte pour 2014 ainsi que le programme d'activité 2015 ont été validés à l'unanimité. Explication. Mise en place de réserves tournantes pour la pêche aux poulpes. Contribution à la mise en place d'un réseau d'acteurs impliqués dans la gestion des macro-déchets. Lancement du réseau d'observateurs bénévoles Tiono permettant aux usagers de s'impliquer dans l'amélioration de la connaissance du patrimoine naturel. Ou encore mise en place d'un protocole de suivi des mangroves. Voilà quelques-unes des actions qui seront menées par le parc marin en 2015. Le conseil de gestion a adopté à l'unanimité le programme des activités prévues par le parc marin. Aujourd'hui, le président du parc affiche sa satisfaction. Plus on avance, puisque c'est la troisième année consécutive que nous faisons avancer le plan de gestion, et l'intérêt de la population du parc et la population de Mayotte pour le parc marin est de plus en plus importante. Nous le voyons sur le terrain et nous le voyons également au travers notre conseil de gestion, puisqu'aujourd'hui le conseil de gestion sur les 41 personnes était presque doté de toutes les personnes. Au-delà des nombreuses réunions et autres conseils, c'est une volonté d'unité et une nouvelle dynamique que les professionnels veulent afficher. Malgré quelques divergences, tous soulignent la cohérence des actions menées par le parc. À l'époque, on pensait c'était le diable, le parc marin. C'était des interdictions partout. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment à faire avancer les choses, tous ensemble et tout en protégeant. On pourrait pêcher, mais tout en protégeant aussi notre garde-manger en quelque sorte. Parce que vous savez que notre lagon, c'est un garde-manger. Mais si le garde-manger, vous le lapidez à un seul jour, le deuxième jour, vous n'aurez plus rien à manger. Et je pense qu'il faut la protéger. Le rapport d'activité du parc naturel marin pour l'année passée dévoile plus de 60 actions, toutes plus variées les unes que les autres. Observation et suivi des ressources et des écosystèmes des récifs et du lagon, protection des tortues marines ou encore ramassage des déchets. Le parc s'inscrit dans une démarche de sensibilisation, mais surtout d'action. Cette année s'inscrit d'ores et déjà sous le signe de la protection du patrimoine mahorais. Alors Cécile Perron, vous avez souri quand vous avez entendu Dominique Marot dire qu'à l'époque on pensait que le parc marin c'était le diable. Et j'imagine que c'était une réalité pour des personnes qui ne connaissaient pas la fonction, le but de ce parc et qui voyaient arriver de la réglementation, de la rigueur, chose qui n'existait peut-être pas avant dans le milieu marin. Alors, c'est vrai qu'il y a une évolution depuis la création du parc et que on a commencé à travailler avec des professionnels qui considéraient qu'il y avait suffisamment de contrôle sur le lagon et qui nous demandaient de ne pas en faire plus. Et puis on était à un conseil de gestion hier où au contraire ces mêmes acteurs comme Dominique, comme Régis Macéo, notre président, nous ont demandé de mettre en priorité absolue la présence sur l'eau, la surveillance, la sensibilisation et le contrôle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en 3 ans? On a vu que ce rapport d'activité 2014 a donc été validé à l'unanimité. Pareillement pour celui à venir de 2015. C'est vraiment une unité autour du patrimoine mahorais qui aujourd'hui est soulevé et mis en avant. Alors, quand on dit l'unanimité, il faut rappeler que la particularité du parc naturel marin, c'est d'être géré par les services de l'État, les collectivités, mais aussi et surtout par l'ensemble des acteurs professionnels et usagers du milieu marin. Donc quand on a cette unanimité, ça veut dire qu'on a réussi à fédérer des associations environnementales, des aquaculteurs, des pêcheurs, des plaisanciers, des services de l'État, des élus. Ça c'est particulièrement intéressant. C'est une espèce de parlement de la mer. On est tous focalisés sur les mêmes objectifs,
Maintenant, il ne faut pas être naïf non plus, on n'est plus le diable, mais on n'est quand même pas encore considérés comme des anges, et il reste des gens qui critiquent, et c'est bien parce que c'est constructif, l'action du parc, qui ont des attentes qui sont très fortes, et qui considèrent, qui ont admis que les pratiques devaient changer, surtout celles des autres, et donc il faut travailler ensemble pour que dans la réalité, il y ait des choses concrètes qui se passent sur l'eau. Aujourd'hui, on parle de plus de sécurité, notamment dans le lagon Maoré. Comment le parc peut mettre en place ces mesures? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de protéger, de sécuriser le lagon? Alors d'abord, le parc, c'est pas seulement le lagon, c'est toute la zone économique exclusive de Mayotte. Donc il est clair qu'avec 33 agents, avec 2 bateaux, puisqu'on vient de recevoir le 2e bateau, on ne sera pas présent sur l'ensemble du périmètre du parc. Mais on peut avoir, comme on a eu là, au 2e semestre 2014, des agents du parc sur l'eau au moins 5 jours par semaine pendant toute la fin de l'année 2014. Donc on peut avoir une présence, observer ce qui se passe plus concrètement, sensibiliser. Et avec l'assermentation de nos agents, on va pouvoir faire des contrôles comme d'autres services. Est-ce qu'aujourd'hui, le parc naturel marin de Mayotte a pris toute sa dimension, aujourd'hui révèle peut-être le visage qu'il doit avoir, la direction qu'il prendra au bout de 3 ans d'attente finalement? Oui, c'était pas vraiment 3 ans d'attente, c'était 3 ans avant de prendre pleinement la place qui lui revient auprès des professionnels. Une phase de concertation qui était nécessaire pour que les gens s'approprient les mesures qu'on propose et les subissent pas. Donc je pense que c'est un travail qui était vraiment utile. Nous, ça nous a laissé le temps de nous construire, d'être une équipe opérationnelle, de recruter les gens, de les former. On a recruté des gens d'ici qui parlent les langues pour pouvoir communiquer avec les usagers qui parleraient pas français, donc il a fallu les former, les professionnaliser. Donc ce temps-là a été pris et on a maintenant effectivement une équipe opérationnelle, un conseil de gestion qui est en accord sur les orientations, et maintenant il nous reste à travailler parce que le plan de gestion il est aussi très ambitieux. Alors pour 2015, il y a déjà cette 2e édition des défis des Fondis qui est prévue. On rappelle donc cette course de pirogue qui avait été organisée avec le concours du Parc naturel marin, mais pas que. Oui. Grand succès populaire, et donc il sera reconduit aujourd'hui. C'est une volonté d'impliquer la population à travers ce genre d'action populaire. Oui, tout à fait. On parle beaucoup de patrimoine naturel, de pêche, mais dans le plan de gestion du parc et dans les orientations, il y a aussi le patrimoine culturel marin. Et il est pour nous essentiel d'associer la population. C'est pas un parc qu'on va gérer entre quelques acteurs. Il faut que l'ensemble de la population de Mayotte s'approprie le parc. Donc ça va se faire à travers des manifestations comme celle-ci qui ont été particulièrement fédératrices. Mais on travaille aussi dans 2 villages expérimentaux sur la mise en place de réserves tournantes de pêche aux poulpes. Donc ça consiste à fermer une partie de la plage devant le village dans laquelle on ne va pas pêcher et laisser les poulpes grandir pendant qu'on pêche de l'autre côté. Puis ensuite on fait tourner ça et on va trouver dans la réserve des poulpes et pouvoir continuer à se nourrir du lagon. L'objectif c'est de pouvoir continuer à pratiquer les activités durablement. C'est pas d'interdire comme le craignait Dominique Marot quand on est arrivé. C'est pas de tout interdit. Ce n'est pas le seul à craindre, on va dire, certaines mesures du parc. On sait que l'année dernière on a commencé ce travail d'approche des mammifères marins, cette charte donc signée par l'ensemble des prestataires nautiques. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y avait réellement un besoin de réglementer tout ce qui se passe autour de l'approche de ces mammifères marins, ou alors il vaut mieux prévenir que guérir et finalement essayer vraiment d'encadrer le plus tôt possible ces sorties? Alors l'an dernier on n'a pas réglementé l'approche des mammifères marins. La réglementation elle existe au niveau national d'ailleurs, et puis on a une aussi au niveau local. On a fait signer une charte, donc ça c'est une démarche volontaire, un engagement des professionnels, et c'était à leur demande d'améliorer. Ils n'ont pas tous signé cette charte? Alors il y en a qu'un qui n'a pas signé, pour des raisons plutôt géographiques dans l'île, qu'un problème d'adhésion à ce qu'on proposait. C'était vraiment un point qui lui posait souci.
On a aussi plus de 100 plaisanciers, 120 plaisanciers qui ont signé la charte. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement dans l'encadrement réglementaire, le contrôle, la répression. On n'aura jamais un agent du parc ou un agent des affaires maritimes derrière chaque plaisancier, derrière chaque approche. C'est cette démarche d'adhésion volontaire et dont on espère que progressivement elle va se traduire vraiment concrètement. Parce qu'on a beaucoup d'observations quand même sur la fin de la saison baleine de petits points de la charte qui n'étaient pas toujours respectés, il faut le reconnaître. Petit à petit, on va dire, c'est le Perron, sensibilisation, prévention, donc ce sont vraiment les mots d'ordre du parc, et puis on va dire accompagnement et également éducation auprès de la population, puisque vous menez également des actions auprès des jeunes enfants. Ça, on le fait déjà depuis la création du parc, même avant la création du parc. Maintenant, on en est à une trentaine de projets pluridisciplinaires sur toute l'année, 700 petits fundis, comme on les appelle, qui sont formés, une centaine de jeunes qui font des baptêmes de plongée. Donc ça, c'est effectivement une autre des priorités du parc, c'est de sensibiliser la jeune génération. Merci beaucoup, Océlie Perron, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de votre invitation. Et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en parler puisque ces activités sont vraiment très nombreuses et offrent une image plutôt positive de tout ce qui se passe justement dans le milieu marin. Et nous, on aime tout simplement en parler. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, c'est la période des maïs et cela fait quelques jours maintenant que l'on croise au bord de la route des vendeuses de maïs grillé, vendus jusqu'à 2 € le lot de 3 maïs. Il faut dire que c'est une denrée alimentaire très prisée des Mahorais, plus particulièrement des Mahoraises qui affluent sur les stands, surtout en heure de pointe. Regardez plutôt ce reportage signé Assigné Moussa, Shakila Issouf et Fred Suleiman. Le soleil est de retour et avec lui, les maïs grillés au bord des routes. Bon marché, facile à préparer, les clients raffolent de ce petit casse-croûte. Coincés dans les embouteillages, les chauffeurs ne peuvent résister à l'odeur du maïs et se laissent tenter. Et chacun a son avis sur le prix. Niwaambie wenyewe wafanye 50 centimes moja. Mimi la rudero babo isifanye bakisashi mfano moja. Bene kafanya 50 centimes otofanya minne. Pour les vendeuses, le choix du lieu est stratégique car c'est sur la route aux heures de pointe qu'il y a le plus de clients. Minne 2 €, ça fait que suuza moja 50 centimes na 69 €. Après charbon sununua kuni moja halini 5,50 € ta 7 €. So kenti vani amba tumaini do antwa liharma zambutiaji do anunua wengi mana ambutiaji ya nyingi. Bouillis ou grillés, les amateurs de maïs ont jusqu'à fin mars, la fin de la période de récolte, pour déguster. À la 19h23, bon appétit si vous êtes à table. En attendant, pour nous, il est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité en bref dans votre journal. Le séminaire du Carrefour des entrepreneurs se tient actuellement à Nosy-Bé. Une forte délégation mahoraise est représentée. Parmi elles, le président du MEDEF, Thierry Galarme, qui déplorait que l'événement n'ait pas eu lieu localement. Il ajoute cependant « Dans quel hôtel accueille-t-on une séance plénière de 80 personnes et 4 salles d'atelier de 20 personnes à Mayotte, le tout sans compter l'hébergement et la restauration de ces personnes ?» Autre problème souligné, les ressortissants malgaches auraient des difficultés à obtenir un visa pour participer à un tel séminaire. C'est d'ailleurs l'une des problématiques abordées, comment faciliter la circulation des opérateurs économiques entre nos îles. Mayotte avait il y a quelques mois organisé un salon du tourisme et une bonne partie des exposants n'avaient pu s'y rendre, faute de visa justement. Only cherche toujours repreneur. Même si la procédure n'est pas terminée, il serait cependant permis de dire aujourd'hui que l'offre de Free n'aura pas été retenue. Il resterait ainsi en lice 4 candidats potentiels. En attendant, un sérieux couac concernant l'augmentation des tarifs avait bousculé la procédure bien enclenchée avec l'autorité de la concurrence qui avait ouvert une enquête.
Ainsi, les clients de nuit qui se sont vus appliquer ces hausses depuis le 1er janvier bénéficieront d'un avoir sur leur prochaine facture. L'autorité de la concurrence a ainsi déclaré avoir pris acte du revirement, signifiant que tout pourrait être rentré dans l'ordre pour un achèvement de la procédure dans des délais raisonnables. Le vice-rectorat mobilise pour les valeurs de la République. Les attentats du 7 janvier dernier ont laissé des traces indélébiles, et ce, même au sein de l'éducation nationale, qui s'est à ce titre mobilisé pour le principe fondamental de la laïcité. Le vice-recteur a rencontré les associations partenaires de l'école à Mayotte, la Ligue de l'enseignement, les CMEA, TAMA et les associations de parents d'élèves le jeudi 22 janvier dernier. Dans cette optique, le vice-rectorat souhaite renforcer les liens déjà existants entre tous les acteurs de l'éducation sur le territoire, se rapprochant de la volonté ministérielle de créer dans chaque académie une réserve citoyenne d'appui aux écoles et aux établissements. Lundi dernier, à 16h, les militaires de la section aérienne de Pamandzi ont été sollicités par un coordinateur des missions de secours afin de retrouver 2 bateaux de pêche, l'un n'étant pas rentré depuis la veille et le second s'étant signalé en panne moteur. Les secteurs assignés ont été survolés. Après une demi-heure de vol, le PCAEM a informé les militaires que la barque signalée en panne moteur avait pu rejoindre le rivage. Les recherches se sont poursuivies pour retrouver la seconde embarcation en vain. À 17h30, après avoir survolé les secteurs demandés, l'appareil est rentré à la base. Les recherches ont repris hier. C'est une tradition venue d'Anjouan, connue ici sous le nom de Dinaou. Le Kanza est une vieille cérémonie traditionnelle, souvent célébrée pendant les mariages. Fête religieuse, le Kanza se veut aussi familial et surtout convivial. Une pratique qui se perd au fil des années. Shakil Issouf et Fred Souleymana sont partis à la rencontre de ceux qui essaient de faire revivre cette tradition à Mayotte. Des tambours perses accompagnés de chants religieux, voilà ce qui donne le rythme du Kanza. Ancré dans la tradition mahoraise, il est célébré tous les ans. À la tombée de la nuit, les familles se retrouvent ainsi pour partager un repas, chanter et danser jusqu'au lever du jour. wanro konro baki babura nguku ya kana ndongo nzuzuri kana na nzuzuri za kufanyishia ambaye bakapare ambalo kale yensu ambapare ankanza. On retrouve les origines du Kanza à l'époque du prophète. Les compagnons de Mahomet se retrouvaient alors et organisaient des cérémonies traditionnelles comme le Kanza, cérémonie pendant laquelle les fidèles louent Allah et son messager. lazima panajo mwana dangazo de mana dangazo la mawali ile pare rifanya najo zikaswida za shadili za kadiri za rifaini na kadha zibia no muldi Sheikh Abdul Qadir Jailani ne rengaza vavo zinzina mana kula mrongo la ilaha illa Allah la kanu ifanya mbele nyimbo na thawabu de uzipara vavo. Le Kanza est une tradition qui se perd dans toute l'archipel des Comores. Alors, pour le faire renaître, ses défenseurs tentent aujourd'hui de transmettre la pratique aux plus jeunes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, journée internationale du Nutella. N'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Agatha. Et puis le dicton du jour aussi pour la Sainte Agathe. Il pleut, le maïs croît au mieux, même sur les pierreux. Dans quelques instants, la météo d'Ornella Périne, suivie du journal en maoré du temps de parole. Excellente soirée sur KTV. Kwahiri.